Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 et je continue ma petite réflexion sur ce thème-là un peu curieux du grand remplacement. Je me suis mal exprimé dans les vidéos précédentes. C'est un peu compliqué pour moi parfois de mettre les bons mots aux bonnes choses. Mais enfin, je pense que vous, si vous appréciez la mécanique et puis la mécanique universelle, donc la théorie que je défends, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est effectivement la fraternité, la paix universelle, et donc l'évolution de l'humanité vers le métissage. C'est irréversible, c'est quelque chose qui, même si ça prend quelques siècles encore, hein, c'est évident qu'il y a encore du temps d'évolution. On voit que c'est un petit peu compliqué pour évoluer rapidement vers une sorte de, de fraternité. On a encore besoin d'évoluer sur les modèles qui sont des modèles originels, hein, qui déclinent de notre origine. Lorsque nous étions des primates naturels, voilà, on fonctionnait en clan, avec un système dominant-dominé, dominant-prétendant, donc des bagarres, voilà, et ces bagarres, elles existent encore, elles ont évolué dans l'humanité comme le bien a évolué et le mal, entre guillemets, a aussi évolué. Voilà. Alors, oh, par exemple, les sentiments de réconciliation, d'amitié, tout ça qui existait lorsque nous étions des primates naturels, ont évolué dans l'empathie, la bonté, la fraternité, justement, toutes ces grandes valeurs dans l'humanité euh, qui sont beaucoup plus importantes que les valeurs négatives. Mais les valeurs négatives, donc le fait qu'une troupe primate de chimpanzés primates, par exemple, soit en guerre avec une troupe voisine, ne peuvent pas rentrer en relation, sont soit dans un système de neutralisme, soit un système d'antagonisme et d'agressivité, d'agression mutuelle. Eh ben, ça a aussi évolué dans l'humanité et c'est ce qu'on retrouve dans le conflit qui, qui est en train de, de se dérouler aux portes de l'Europe, en Europe d'ailleurs. Voilà, donc euh, cette, cette vision, cette vision de finalité positive, évidemment, on y va. Ça prend du temps et ça prendra encore voilà, des siècles d'évolution, mais l'humanité travaille à ça et tout converge pour que ça soit ça. C'est la première fois que l'humanité est quasiment à toutes les structures pour être unifiée. On peut circuler sur cette planète en dehors des zones de guerre, même s'il y en a, il y en a beaucoup. Euh, c'est le, on, on a vraiment tissé des liens et entre les communautés, entre les groupes humains, qui sont de plus en plus ouverts. Et voilà, alors évidemment, ce qui veut dire que la chose principale à travailler maintenant, c'est le passer de l'antagonisme au symbiotisme. Voilà, de l'antagonisme à la fraternité, à notre à
ne plus perdre de temps à se faire la guerre, à se haïr, à se détester, puisque c'est une perte de temps, c'est un système d'instruction. Enfin bref, c'est pas efficace, quoi. Pour un monde qui se dit vouloir être efficace, c'est pas du tout efficace de passer par ce genre de choses. Euh, donc, pour revenir à cette idée de grand remplacement, donc j'ai démontré dans les vidéos précédentes que c'était absurde de penser qu'il y avait qu'un grand remplacement pouvait se faire. En réalité, c'est le système, un pays, une nation englobe toujours, finit toujours par ingérer, par digérer les immigrations, qu'elles soient intenses ou qu'elles soient petites. Et ça, je suis donc allé lire un petit peu ce qu'ils disent du grand remplacement sur Wikipédia. Et voilà ce qu'on peut lire. Dans l'Humanité en 1901, les partisans d'Édouard Drummond dénoncent déjà le grand remplacement des Français par les Italiens à Marseille. Voilà. Et ben, c'est certainement qu'il y a eu des vagues très forte d'immigration italienne à Marseille et puis à Nice ou ailleurs. Mais ben voilà, 100 ans après, 100 et quelques années après, 100 années après, même bien avant, eh ben ils sont ingérés par la population. Et les vagues qui sont arrivées après, donc de maghrébines ou africaines, à Marseille, eh ben, ils sont ingérés de la même manière et ils se sentent totalement marseillais, bien, même s'ils ont de la fierté pour leur origine africaine, c'est possible, comme les Italiens, pendant quelques générations, ont dû avoir cette fierté encore accrochée à leur basque jusqu'à ce que les petits-enfants soient indifférents à tout ça et se sentent marseillais, français, après, voilà, etc. Donc, cette idée, elle est totalement fausse. Mais elle est fausse, non seulement elle est fausse, mais elle est violente pour ceux qui le ressentent. Et en plus, elle renforce le communautarisme des deux côtés. Euh, et donc c'est pour ça que je dis que c'est l'accueillant qui fait l'ambiance. C'est l'autochtone, c'est ce qu'il appelle voilà les Français de souche en gros, voilà. C'est c'est l'accueillant en somme qui fait l'ambiance. Et cette ambiance, eh bien, elle peut être positive ou elle peut être négative. Évidemment, il faut se comporter correctement des deux côtés, mais c'est la plupart du temps, les gens qui arrivent sont des démunis, bien souvent, c'est difficile. L'arrivée des vagues de migration, ce sont des pauvres qui ont été poussés par, par la faim, par la curiosité aussi, évidemment, par le désir de connaître autre chose. Voilà, il y a tout un tas de forces qui motivent l'homme pour aller s'installer ailleurs, pour aller vivre ailleurs, pour immigrer, pour émigrer, pour immigrer. Et le gouvernement est en train de parler d'une sorte d'immigration choisie, de faire venir
au lieu, entre guillemets, les traînes savates, on pourrait dire des termes comme ça, je ne sais pas comment employer quel terme, des pauvres, voilà, des indigents, voilà, des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de, enfin pas de culture, qui n'ont pas de, qui savent ni lire ni écrire, etc. Ce type d'immigration, et ils pensent que ça serait bien de choisir, de faire venir un peu voilà, euh, les médecins, je sais pas, tous, une immigration euh, haut de gamme, entre guillemets. Mais si ça veut dire que l'État ne comprend pas la puissance créatrice de la pauvreté, de l'immigration pauvre. Ben, les États-Unis sont l'exemple de ça. C'était des traînes savates pour la plupart qui sont arrivés aux États-Unis et qui ont inventé des choses inouïes, qui ont créé des choses incroyables, parce qu'ils avaient une force de vouloir s'en sortir qui est hallucinante. Et on avait, euh, si on avait réclamé une immigration haut de gamme en France, par exemple, eh ben, il y a un paquet de nos fleurons actuels qui n'auraient pas été là. Les Coluche, peut-être que ses parents, ceux qui ont immigré dans la famille de Coluche, ben, ils auraient été refoulés à la frontière, hein, ils n'auraient pas été acceptés. Peut-être que les parents de Jean-Jacques Goldman ou de Mouloudji ou je ne sais pas, voilà, n'auraient pas été accueillis. Donc, cette idée-là, elle est pas, à mon sens, elle n'est pas viable. L'autre chose importante, c'est, voilà, ben je vais lire un petit peu ce début de texte qu'on trouve sur Wikipédia. Selon l'historien de l'immigration en France, Gérard Noiriel, les textes alarmistes du style du grand remplacement annonçant la fin de la race, de la civilisation, existent depuis la fin du XIXe siècle. Avant-guerre, les nationalistes en France et en Allemagne disaient que les Arméniens ou les Juifs menaçaient l'intégrité nationale. Puis, après la guerre, c'était au tour des Maghrébins. Pour lui, à partir des années 1960, les arguments culturels et religieux ont remplacé les arguments biologiques. Mais le discours du déclin national, par leur faute, demeure pourtant dans aucun pays. Pourtant, dans aucun pays d'immigration, les prédictions catastrophiques ne se sont concrétisées. Voilà. Et alors, bon, je continue. L'historien Grégoire Kaufmann estime quant à lui que cette vision cauchemardesque de la substitution d'un peuple à un autre désigne une peur inscrite de longue date dans l'imaginaire conspirationniste. La théorie du grand remplacement serait le décalque poussif d'une idée qui remonte à Édouard Drummond et Maurice Barrès. Voilà, alors, ils n'étaient pas nombreux, ces mecs qui ont mis en œuvre des idées qui ont été vraiment catastrophiques. Donc, il faut peu de ces leaders d'opinion, là, de ces faiseurs d'opinion, ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour amener l'humanité à quelque chose de catastrophique. Carrément catastrophique. C'est ça le truc. Donc, ok, ils existent, donc ils doivent exister. Il n'y a personne qui est de trop sur cette planète. Donc, pas de problème. Ok, les Drummond et les Maurice Barrès, etc., existent, donc ils sont présents aujourd'hui, leurs descendants, leurs corélégionnaires existent dans ce truc. La seule chose qu'on doit faire, c'est mettre des barrières
contre ça, c'est tout. Et donc, ils travaillent pour l'humanité, ils obligent l'humanité à aller mettre des lois pour se protéger de ces gens-là. Voilà, on a posé les lois contre l'antisémitisme, c'est fondamental, c'est génial, ça veut dire que les Maurice Druon, les Maurice Barrès, les Édouard Druon, les Maurice Barrès, etc., ne seraient plus du tout... très bien, merci. Ah, merci, c'est gentil. Allez, merci. Au revoir, bye bye, vous aussi. Merci. Les Maurice Druon, les Édouard Druon, les Maurice Barrès ne pourraient jamais écrire ce qu'ils ont écrit. Jamais. Voilà, je continue d'ailleurs. Édouard Drummond, journaliste catholique et pape de l'antisémitisme, expose sa vision dans le livre La France juive, qui devient best-seller de l'année 1886, se vendant à 65 000 exemplaires en moins d'un an. Voilà, qu'est-ce qui a fait vendre? C'est pas, les gens sont pas réclamaient pas ça, le peuple réclamait pas un, un livre comme celui-là. C'est parce qu'on lui propose ce genre de choses et que le bouche à oreille se pousse, la curiosité, etc. Et évidemment, comme ce sont des idées simplistes, brutales, violentes, qui va stimuler les plus bas instincts, eh ben, ça touche une partie de la population qui va adhérer à ce genre de choses. Voilà. Édouard Drummond accuse les Juifs de vouloir détruire cette France d'autrefois qui a été si glorieuse pour la remplacer par la domination d'une poignée d'Hébreux de tous les pays. Voilà. Et si la France a rayonné, c'est en grande partie grâce à ses apports extérieurs. Voilà, les Juifs, les Italiens, les Arméniens, les Espagnols, les Portugais, etc., etc. Les Maghrébins aujourd'hui ont apporté quelque chose d'inouï dans un pays. Et les États-Unis sont le symbole. S'ils sont en tête de gondole dans le monde, c'est parce c'est une diversité absolue. Ils ont accueilli tout le monde, ils ont accepté tout le monde. Et donc, ils ont eu la richesse de cette diversité culturelle qui peut créer dans tous les sens, quoi. Voilà, ça crée à 360 degrés parce que chacun arrive avec ses particularités, sa richesse. Et ça, c'est inouï. Et ça, tant qu'il n'y aura rien qui va démontrer l'importance de l'apport et qui pourra s'exprimer dans les médias de grande diffusion, tant que ça ne sera pas ces faiseurs d'opinion positifs qui prendront la parole à qui on offrira la parole, parce qu'en fait, c'est les oligarques qui choisissent leur orientation, l'orientation de leurs médias. Donc, même si c'est pour des questions d'argent plus que pour des questions de racisme ou de quoi que ce soit, eh bien voilà, c'est des questions d'ouverture d'esprit. Donc voilà, en 1901, les partisans d'Édouard Drummond dénoncent le grand remplacement des Français par les Italiens à Marseille. Voilà, 100 ans après, les arrière-petits-enfants de ces Italiens qui étaient susceptibles de remplacer les Français à Marseille, eh bien, ils sont français, ils ont complètement oublié qu'ils sont italiens, là, pour la plupart, ils s'en fichent complètement, ils se sentent totalement français. Voilà. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont maintenant peur d'être... parce qu'ils écoutent
les tenants des nouveaux grands remplacements. Et ils ont peut-être peur d'être grands remplacés eux aussi dans ce truc-là. Voilà, alors c'est qu'une question d'étendre le temps. Bon, voilà, ce que nous engage à faire les nouveaux Drummond, les nouveaux, les nouveaux Barès et compagnie, euh, Céline, il y a, il y avait tout un tas de quand même de ces leaders d'opinion là de l'époque qui alors donc ils ont leurs descendants aujourd'hui et ces descendants ce qu'ils nous engagent à faire eh ben, c'est poser des lois comme on les a posées sur l'antisémitisme et l'antisémitisme justement voilà la communauté juive montre que c'est ce qu'il faut faire voilà, ils éduquent en fait le monde et c'est là où on doit faire la même chose. Et c'est pour ça que c'est là où on voit qu'il y a une mauvaise euh, compréhension des choses. Euh, Par exemple, un, un Dieu donné qui va s'attaquer à la communauté juive par jalousie en fait, voilà, en essayant de s'affirmer, d'affirmer sa communauté au détriment d'une autre. Au lieu de comprendre que, ben voilà, il montre un chemin, la communauté juive montre un chemin, voilà ce qu'il faut faire quand, pour en finir avec le racisme, avec l'antisémitisme, avec les violences, etc., etc. Eh ben, faites comme moi, faites comme nous, c'est tout. C'était ça qu'il fallait faire. Quel était l'intérêt d'aller essayer d'évaluer l'autre pour pouvoir passer quelque chose qui n'a rien à voir. C'est quelque chose d'aberrant, quoi, quand on y réfléchit. Et là, il y a vraiment on est dans une violence gratuite parce que au lieu de comprendre que c'est, ben voilà, oui, c'est super de défendre sa communauté si on sent qu'elle a été maltraitée. Et Dieu sait si la communauté noire a été maltraitée, voilà, au cours des temps, etc. Et ça, c'est super important de lutter contre ça. Une grande partie de la communauté juive s'est rangée du côté de la communauté noire pour aider justement à, à s'émanciper aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, et il y a une... enfin, c'est aberrant, quoi. Voilà, c'est des, euh, des façons de... Ben, mais c'est... Voilà, ça vient de... Il y a quelque chose de tragique dans cette façon d'évoluer. Bon, voilà. Alors, c'est encore très touffu, c'est pas je devrais écrire et puis faire quelque chose. Donc, comme je, je dis les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent dans mon esprit, ça fait un peu bordélique, j'avoue. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu comme ça, mais c'est clair dans mon esprit, mais par contre, dès que ça va franchir le, les, les deux dernières frontières pour arriver euh, sur le côté labial des choses, eh ben, ça fait bizarre, ça va pas ça s'organise pas de la bonne façon. Peut-être ça va trop vite, je suis trop pressé, je devrais parler plus lentement, plus calmement. Mais je n'y arrive pas pour l'instant, on verra.
À bientôt. Merci.